Ah, mais là, il y a un programme. Alors, calculer le chronomètre, et n'a pas plus que 3 minutes. Là, il y a un peu touillé là pendant 5 minutes. Et là, je vais reprendre en 10 minutes. Je vais refais le truc. Et ça 3-4 fois et c'est fini. Ça s'appelle de la patata. La patata. Et les grands comme ça. Pour le vin, hein. Marchez. Monsieur de Beauharnais. ah oui, c'est tout à fait beau.
Et où, vous l'avez vu? Ah, il est là! Ah, vous voulez me jouer? Tu vas payer cette année, mon gars! Hey, non, pourquoi cette colère? Bon, on va me faire rosser! Je vais te rendre tous les coups que j'ai pris! Et pourquoi cette colère? C'est bon, merci. Monsieur, Mais je ne pouvais pas prévoir que ce qui a si bien marché pour moi parce que si mal pour vous. Moi, je ne peux pas prévoir. Mon œil. Henry. Oh. Oh. Aïe. Ah, est-ce que j'ai tort à monsieur d'avoir voulu vous nourrir? Achetez-moi. On va l'eau chaude. Puis ses envies. Oh. Mais si finalement il avait raison, il avait réussi à attraper des poissons tout à l'heure. Ah oui? Bon, on va essayer de le réveiller. Renard! Renard! Arrête-toi! Je ne te tue plus! Voici une autre méthode. Hop. Attendez! Effets spéciaux! Merci, hein. Oh, misérable que je suis. J'ai tué mon neveu. Mon bon conseiller. Ah, mon oncle. Vous avez fort mal agi en me traitant de la sorte. Certes, oui. Je voudrais me confesser maintenant. Ah, ça serait une bonne idée. Allez, partons en quête d'amoutier pour votre salut. Venez. Come to background. Alors, pour l'ambiance église, hein, vous allez nous chanter. Ah, là, pour chanter la reine des neiges, ça y est, du monde, hein. Voilà. Tu vas voir le prêtre. Tant mieux, un Dieu muet sera plus propice au pardon qu'un homme de parole. C'est pour ma confession. Bah, dites une messe, vous serez tout. Je ne suis pas prêtre. Pas qu'à cela ne tienne. Je vous ordonne sur l'heure. Toi, renard. Et pourquoi pas? J'ai fait des études, je suis allé à Rome pour étudier le pape. Hein? Allez, venez, c'est dit, je vous ordonne. Tenez. Hop. Mettez donc cette étole. Hop, comment ça se met? Comme ça. Voilà, regardez, ah, vos prêtres. Et faites vos prières, je m'occupe de l'attention. Ah, il a déjà tout d'un trait. Ah, tu as raison, renard. Ça va déjà beaucoup mieux. Eh bien, tu t'entraînes avec moi. Attends, faut d'abord rameuter les fidèles à la messe. Ah, pour qu'ils chantent ensemble. Hein? Et pour ça, vous avez qu'à sonner les cloches. Sonner les cloches? Non, les cloches. Les cloches. Allez-y, hein. Avec moi, on sonne les cloches. Et c'est déjà la messe? Oh,
Oh. Il va y avoir les armes d'âge peut-être. Au Moyen-Âge, même celle-là, elle était assez colorée pour le Au Moyen-Âge, on aime effectivement les couleurs rouges, les bleus, en plus c'est les couleurs de majesté. Celle-là, elle était plus. Moi, je sais pas, je dirais une icône, mais au début que ça a commencé à changer. Oui. On mettait les deux encore. C'est ça, ça y est, mes petits se sont réveillés, je les avais rangés en randonnion, très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et là, ça y est, ils sont partis. Ah, mais nous, d'habitude, on vit en médiéval avec nos enfants. Là, Ah, si, je discute et puis je fais les choses à l'envers. Donc vous fabriquez une flèche. Voilà, ça c'est une flèche dite de bombardement. Donc c'est des flèches à usage unique. Comme rôle premier d'arrêter des charges de cavalerie. Donc c'est des flèches très lourdes. c'est pareil, c'est une Donc elles font plus de 80 grammes. déjà un rêve de 14, 15, 16 ans pour porter une armure. Comme celle-là. La note, c'est pareil, elle est terrible. Et les autres enfants, Celle-là, c'est à usage unique. en boîte de conserve, là. Il y en a une autre C'est mon premier jour. Et là, c'est plus destiné à un seigneur. Il y a beaucoup plus de soin qui est apporté dessus, avec du fil de soie, avec donc une résine, un mélange de résine de cire et d'oxyde de cuivre pour donner la couleur, et une pointe qui est beaucoup plus travaillée. Oui, effectivement, oui. Par rapport à l'autre, elle était juste pointue. Voilà. Elle est un peu moins pointue. Par contre, celle-là, on voit vraiment. Et celle-là, de par sa forme, une fois qu'elle aura pénétré l'armure, elle va rester coincée dedans, bloquée. Alors je vous montrerai un petit détail après si vous avez 2 minutes. Juste que je vais mettre ça dans le bon sens maintenant. Pour finir mon lassage. Donc il vous faut combien de temps pour fabriquer une flèche? Alors quand j'en fais souvent, là ça faisait quelques temps que je n'en avais pas fait, je mets 20 minutes. Là, vu que je discute, je suis plutôt... Sans temps de préparation, parce qu'avant vous Oui. taillez vous taillez le bois, Alors, etc. on taille le bois, on le prépare, et 20 minutes pour finir de monter. Sachant que la partie la plus longue, ça va être de mettre de la corne dans le bois pour éviter qu'il éclate quand on va utiliser un arc avec une grosse puissance. Si on ne renforce pas l'encoche, avec la puissance de l'arc, on va fendre le bois. Et c'est pas génial quand ça fend juste à côté de l'œil, parce que ça m'est arrivé une fois. Et déjà c'est dangereux pour soi, mais c'est aussi dangereux pour ceux qui sont autour parce que la flèche elle part n'importe où. Donc là les plumes elles sont juste ligaturées, elles ne sont pas collées. Parce qu'encore une fois c'est à usage unique, donc on n'a pas besoin de mettre trop de temps et de soins pour la fabriquer. Donc là, la cordelette que j'utilise, avant je l'ai imprégnée de cire d'abeille. Pour qu'elle glisse mieux? Pour qu'elle glisse pas. Ah, pour qu'elle glisse pas. Pour qu'elle glisse pas. Et là, en l'occurrence, elle glisse vraiment pas. Voilà. Là, la flotte du péché. Et sinon, ça sert aussi pour faire des teintes. Et à l'époque, au Moyen-Âge, on la consommait. Mais de la nuit qui se fait en boucher, Voilà. en fumigation. Donc là, elle est terminée. Là, elle est terminée. On pourrait faire une petite taille des plumes pour les affiner comme ici, pour que le vol soit plus rapide. Donc là, je vais juste la lancer. Des recettes sur Internet, c'est deux à la tamise. Moi, je
C'est vraiment destiné, tout le poids se porte sur l'avant. Les pointes sur ces flèches-là sont juste emmanchées à la main, parce qu'elles sont destinées à rester, Dans les armures. c'est ça, dans les armures et dans le bonhomme, ou dans le cheval. Parce qu'on... Une fois que c'est envoyé en face, il ne faut pas que ça revienne. Donc si la pointe elle peut rester là où elle se plante, c'est aussi bien. Voilà, donc ça c'est vraiment des flèches dites lourdes. Si vous voulez poser une flèche. Voilà. Voilà, Effectivement. la différence entre les deux est notable. Donc ces flèches-là sont faites pour utiliser avec des arcs qui ont 2 fois cette puissance-là. Donc ça c'est un arc de 70 livres. Donc ces flèches-là, dont celle-là, sont prévues pour des arcs à partir de 130 livres. Voilà. Si vous voulez essayer, monsieur? C'est quoi comme... Ça c'est dosier. Ah, c'est pas oui. Celui-là c'est dosier. Et le grand, là, c'est bouillon blanc? Et donc voilà, c'est les arcs qui étaient utilisés pendant la guerre de 100 ans. Donc ça s'appelle, donc on dit toujours du longbow parce qu'on pense à Robin des Bois, mais en fait ce sont des warbows, des arcs de guerre qui sont beaucoup plus puissants que le longbow. Le longbow, la puissance va jusqu'à 80 livres à peu près, et le warbow de 80 à 210 livres. 210 livres, c'est les arcs les plus puissants qu'on a trouvés. C'est 3 fois la puissance de celui-là. Donc celui-là déjà, quand on voit la section, ils ont trouvé des arcs d'une section de 11 cm de diamètre au niveau de la poignée. Voilà. Donc 11 cm, c'est une bûche. Et, mais ces arcs-là, ils étaient capables de tirer à plus de 700 mètres. Alors, 700 mètres, à mon avis, ils loupaient un but, ça c'est pas à 700 mètres. Mais c'est pour montrer la puissance des arcs et le fait que ces arcs étaient destinés à être utilisés en groupe, donc un grand nombre d'archers, pour bloquer une charge de cavalerie par exemple, ou pilonner des troupes adverses. C'est ce qui s'est passé à Crécy ou à Azincourt, où la cavalerie française a appris à ses dépens que c'était pas les meilleurs. Parce que quand on ne prend pas en compte le terrain et le fait qu'en face, il y a 6000 archers qui tirent chacun 10 flèches comme ça, entre 10 et 14 flèches minutes, si vous voulez supposer, vous verrez quoi. À Azincourt, les historiens ont estimé qu'il a été tiré 1 demi-million de flèches en à peu près 10 minutes. Voilà, 6000 archers qui ont tiré chacun une centaine de flèches comme ça en 10 minutes. On a beau être nombreux en face, au bout d'un moment ça finit par passer. Et même si ça passe pas l'armure, vous verrez il y a 2-3 gros bébés là-bas avec des armures et une tenue noire, ça passera pas. Mais il y a toujours un petit défaut, il y a un endroit où ça finit par passer, ou le cheval qui est en dessous. Le cheval est pas toujours bien protégé. Et donc quand ça rentre dans le cheval, même s'il l'a entraîné 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, il finit par arrêter de charger. Et si les premiers ne chargent plus, derrière ça fait un bouchon, comme sur l'autoroute, et ça fait un embouteillage. Et une fois qu'on a réussi à casser la charge de cavalerie, bah, les archers, ils pouvaient continuer d'envoyer des flèches, tant qu'ils en avaient, pour limiter le nombre de gars qui allaient arriver au corps à corps après. Voilà, donc c'est vraiment l'archerie anglaise pendant la guerre de 100 ans, c'était ça, c'était du pilonnage sur des unités adverses. Il faut oublier le tir sur cible qu'on connaît actuellement avec en position. Alors là, je ne peux pas vous montrer, je suis côté le coude, donc je ne peux pas tirer. Mais la position, c'est ce qu'on appelle rentrer dans l'arc. Donc on va rentrer dans l'arc pour pouvoir tirer. C'est pas on est en position, on va remettre. Non, non. On rentre dans l'arc, on fait, on va dire, la mise au point par rapport à la distance à laquelle on va tirer, et on envoie. On tire tous dans la même direction.
il y a 6000 gars qui tirent ensemble dans une seule direction, pas besoin de viser l'un ou l'autre. Par contre, quand ils vont commencer à arriver plus proches, là oui, par contre il va falloir ajuster et tirer. Il y a une association en Angleterre qui s'appelle la Wardour Society, où tous les gars donc, qui tirent là-dedans ont un arc qui fait minimum 132 livres de pression. 132 livres, c'est dans les 65 kilos à peu près, capable de tendre. Ils ont fait un tir, donc ils ont mis un mannequin, du moins un panneau avec un chevalier dessus, avec les points de faiblesse, pour voir au bout de combien de flèches il attraperait les points de faiblesse. À 25 mètres, première flèche dedans. Sur 6 flèches, il en met 3 dans des points de faiblesse, donc première au niveau de l'épaule, au niveau du bras et au niveau de la jointure. Donc le gars, quand on prend une ici, il est par terre, hein, il ne court plus. À 50 mètres, il en met plus qu'une sur 6. Et à 100 mètres, il met une dans le carré, mais ça ne touche pas un point de faiblesse. C'est pour montrer vraiment les capacités de tir des gars. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pendant la guerre de 100 ans, il y avait une loi en Angleterre qui imposait à tous les hommes de 16 ans à 60 ans de tirer à l'arc toutes les semaines. L'idée, c'était de pouvoir lever une troupe rapidement, à moindre frais, parce que tous les hommes savaient tirer à l'arc, tous les hommes étaient équipés, donc on pouvait lever une troupe à moindre frais. Après une défaite, quand on perd 2000 archers, eh ben, on envoie un messager et il revient avec le contingent nécessaire. Voilà, donc c'est vraiment un tir qui est destiné à arroser. C'est pour ça qu'on dit un tir de bombardement. On va bombarder sur l'équipe en face. Et une fois qu'ils sont trop près, et ben là c'est les hommes à pied qui vont prendre le relais. Au niveau de l'équipement des archers, forcément un arc, un carquois. Donc ce carquois-là, je l'ai reconstitué à partir d'une... En fait, ils ont sorti un bateau en 1981 au large de Portsmouth qui s'appelle le Mary Rose, qui a coulé en 1545. Donc c'est un petit peu plus tardif. Mais ils ont trouvé plus de 3000 flèches, 200 et quelques arcs. Et les flèches étaient dans des étuis avec une galette en cuir ou en bois, avec 24 trous. Donc ce qui nous a permis de reconstituer ça c'est... Donc ils ont fait un patron que j'ai récupéré et j'ai fait la galette avec le patron qu'ils ont donné. Donc on a les 24 flèches et chaque archer avait 2 bracelets de flèches pour commencer le combat. Donc déjà 48 flèches et il y avait des chariots qui suivaient avec des arcs de remplacement et des stocks de flèches. Vous n'avez pas beaucoup de protection, un archer n'a pas beaucoup de protection sauf s'il est gradé ou moi sergent. La tenue c'est s'il a de la chance du cuir ou sinon c'est une armure un peu matelassée, un casque. Hop. Ça c'est un casque anglais typique de la guerre de 100 ans. Ça s'appelle une salade avec justement cette partie qui est mobile derrière. Bon, lui il a pris un peu cher aussi. Et l'armure matelassée. Gambison, c'est voilà, ce principe-là. C'est 2 pièces de tissu avec au milieu de la laine, de la bourre, du coton. Alors j'ai pas mon armure complète, ça fait choisir avant de venir ici. Mais voilà, l'armure matelassée ça fait 4-5 kg, donc ça va protéger, mais ça va pas empêcher les flèches, ça va pas empêcher un coup de hache, c'est juste, ça va amortir. Voilà. Après, si on avait les moyens, ou si on avait de la chance, on allait avoir une cotte de maille. La cotte de maille, une cotte de maille au XIVe siècle, c'était l'équivalent de 8 vaches en termes de financiers. Une vache, c'était 160 grammes d'argent. Voilà, donc on voit la valeur d'une cotte de maille. Une cotte de maille, c'était 3 mois de travail pour tout un atelier, pour en faire une. Donc ça valait cher. Seulement ceux qui avaient le plus de moyens pouvaient l'utiliser. Les autres, c'était le gambison, un tabac, une arme au côté, une hache, une petite dague, une épée. Les épées, c'est pareil, c'était que pour ceux qui avaient vraiment les moyens. Sans un archer,
Quand il devait se battre au corps à corps, c'est que c'était trop tard. C'était pas son rôle, exactement. Non, non. En général, on dit 20 mètres, pas en courant. T'as juste 20 mètres d'avance. Est-ce que vous avez des questions? Et puis bah, une armure, ça fait lourd aussi. Une culotte de maille, c'est minimum 12 kg. Pourquoi il ne doit pas avoir une pétale, avoir des plus trop lourds, plus frais pour si on rajoute. Elles sont courtes. Elles sont courtes au niveau des bras. Et tout à fait raison. Moi j'ai une culotte de maille qui descend à ce niveau-là. Même avec une protection de bras, ça gêne les mouvements, c'est plus compliqué. Merci. Donc, Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je suis en train d'écosser des graines de moutarde. Vous voyez, c'est des toutes petites graines. Alors, elles sont différentes nuances, comme ça. Il y a des variétés de moutarde qui sont plus claires, mais celle-ci, c'est une moutarde un peu brune. Et donc, je les écosse. Et puis après, eh ben, avec ça, on peut faire effectivement de la moutarde. Alors, la moutarde médiévale, elle n'est pas comme la moutarde de Ah, c'est pas la même chose. actuelle. Ça va plutôt être une moutarde aigre douce qu'on va faire avec du miel, avec des épices. On aime bien l'aigre doux au Moyen-Âge. Et puis là, vous avez une représentation alors très sobre d'un jardin au Moyen-Âge. Alors, quelle plante on y retrouve? Alors, on va avoir différentes zones. Alors, d'abord, au Moyen-Âge, on aime que les jardins, là, ça symbolise un petit peu les jardins au carré. On aime que les jardins soient très ordonnés. C'est censé représenter aussi un petit peu le jardin d'Éden, le paradis. Donc, dans l'idée, il faut que le jardin soit très net, contrairement à la forêt qui a un espace plus brouillon ou plus dangereux avec les bêtes, etc. Donc, on aime que le jardin soit ordonné. Et puis, on va avoir des zones. Alors, par exemple, là, vous avez une zone avec la rue Chantaille qui va correspondre à la zone du potager, qu'on va appeler l'hortus. On va avoir les légumes pour faire les potées, les soupes, etc. On va avoir des zones avec des plantes pour soigner. Alors, selon les jardins, par exemple, Hildegard de Bingen, elle aime bien faire des carrés où on va avoir les plantes pour soigner les maux de tête, et puis on va avoir un carré pour les plantes qui vont soigner les maux de ventre, les plantes qui vont sentir bon. On va avoir aussi les plantes, c'est pour ça que j'ai une statue de la Vierge là, on va avoir aussi les plantes qui sont destinées à la liturgie, soit pour qu'on va faire fumer pour que ça sente bon, soit pour fleurir tout simplement. Donc voilà, Alors, les plantes qui sont pour les maux de tête, par exemple, ça serait quoi? Alors, pour les maux de tête, la verveine, c'est bien. La menthe également, pour ceux qui la supportent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien pour les maux de tête? J'ai une petite représentation d'un jardin qui est fait en Alsace, comme ça, qui montre un exemple de jardin. Donc là, par exemple, pour les maux de tête, ils vont proposer le serpolet ou le romarin. L'aquilée, ah oui, l'aquilée, ça c'est une de mes plantes chéries. Je sais pas. Alors, c'est quoi l'aquilée? Alors, je vais vous la montrer, parce que ça c'est vraiment... c'est une plante dont je me sers. Parce que la menthe, bon, on en a encore de nos jours. C'est ça. Alors l'aquilée, figurez-vous qu'il y en a partout. Il y en a, y compris dans ce pré-là. Alors là, elle est petite parce qu'elle a été fauchée, mais voyez, ça c'en est l'aquilée. Avec des petites... Donc, ça serait celle-ci. Exactement, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle est magnifique parce qu'elle agit sur les tissus et sur le sang. Donc ça va être une plante cicatrisante. Par exemple, on fait une chute en montagne ou en randonnée et on saigne. On va la mâcher et en faire un emplâtre et ça va aider à la cicatrisation très rapidement. Et du coup, ça va aider aussi pour les saignements internes. C'est-à-dire que si on a des ulcères à l'estomac, mais c'est vrai aussi pour les saignements hormonaux. Pour les cycles féminins, c'est une plante qui va réguler. Et donc elle est fantastique pour ça et elle, du coup, comme elle agit sur les tissus, elle va aussi jouer sur les maux d'estomac, sur la digestion et puis donc sur les maux de tête parce qu'elle va drainer, faire circuler. Elle est magnifique l'aquilée et donc elle est effectivement moins connue que les classiques menthe, verveine, etc.
Alors qu'en fait, elle est très très répandue parce que ça pousse Un dans petit des peu terrains partout. très ingrats, voilà, un petit peu partout. Donc, oui, ça c'est une de mes plantes chéries là. Donc celle-ci est jaune. Il y en a de plusieurs couleurs. Il y en a plusieurs couleurs. Sauvage, elle va plutôt être blanche. J'en avais apporté de la sèche, je n'ai pas dû la sortir. Et puis on en trouve de la rose aussi un petit peu. La rose est plus décorative, mais il semblerait qu'elles aient tout de même les mêmes vertus que les blanches ou les jaunes. Comment vous êtes venu à vous intéresser à toutes ces plantes anciennes? Eh ben, c'est le scoutisme pour commencer, parce que le scoutisme, comme ça, on apprend à connaître les plantes. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux que on se perd dans les bois et on connaît les plantes qui vont nous aider à nous nourrir le temps qu'on se retrouve, etc. Et puis après, j'ai découvert les vertus qui soignent. Et alors en France, c'est compliqué parce que l'herboristerie, c'est encore un domaine un peu tabou et interdit d'ailleurs. Les diplômes d'herboristerie, c'est interdit depuis plusieurs dizaines d'années. Mais pour la bobologie, j'ai envie de dire, pour les petites choses, pour un petit rhume, pour un mot d'estomac ou un mot de tête, avoir des plantes dans son jardin, c'est aussi économique, il y a quand même beaucoup moins d'effets secondaires. Et puis ça fait partie des choses qu'on se transmet aussi, ça fait partie de ces informations qu'on se transmet de mère en fille. Moi j'aime bien aussi cette transmission de simplicité et de savoir-faire et de voilà. Et donc utiliser les plantes. Et puis j'aime bien aussi la vision du Moyen-Âge qui sépare pas l'alimentation, le soin. Quand on lit par exemple un menu d'un banquet au Moyen-Âge, on va voir, comme au XVIIe, on va voir pour un premier service 3 poissons, 4 viandes, et puis pour le service d'après, il va y avoir 5 ou 6 sortes de légumes. Et c'est pas comme Louis XIV, on va pas manger le premier plat, le deuxième plat, le troisième plat. Non, on va manger celui qui correspond à notre santé, à ce qu'on a besoin d'équilibrer. La médecine au Moyen-Âge, c'est un peu comme la médecine chinoise. On a le chaud, le froid, l'humide, le sec. Et puis on va essayer d'équilibrer tout ça. On fait de la médecine préventive quelque part justement en choisissant le bon aliment, la bonne plante qui va aider à équilibrer ça. Et je trouve que c'est intéressant pour notre vie quotidienne. Encore maintenant, ça s'applique. Tout à fait, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. On se reverra peut-être tout à l'heure. Comme vous voulez. Merci. Vous rentrez ça au niveau du cou, il tirez, vous faites tomber. À partir de là, vous essayez de le renseigner. Ça fait mal, hein? Ça, c'est un fauchon, ça. Voilà. Donc le fauchon, c'est juste pour... Ouais. Le fauchon, c'est français. C'est pas une arme arabe, malgré la forme. Oui, c'est des tranchants des deux côtés. Nous, on fait pas tranchant, c'est juste pour des problèmes de sécurité. Et le fauchon, de base, c'était pour, on va dire, pour les brigands. Le problème de l'épée, c'est qu'il fallait être noble pour avoir une épée. Et là, quand on casse toute la forme de l'épée, et au moins il faisait plus courte et, on va dire, un peu arrondi, pour avoir une plus grande force d'impact. Parce que tout poids sur tout
Oui, pour ça c'était une belle arme privilégiée par les brigands ou les archers. C'est pour ça que c'était des gardes qui étaient inversés. Une fois que ça met au contact, il était obligé de se défendre et l'archer il n'avait pas de dents. Et la deuxième, ça ressemble vraiment à un outil de boucher qui a été à grande vue. Alors la deuxième, ça dedans c'est l'épée. Donc ça c'est l'épée de Massijowski. Ça c'est le sabre. Et ça en fait c'est deux armes sarrasines. Donc c'était retrouvé sur la ville de Massijowski. Massijowski c'était un moine copiste polonais. Mais ça a pris son nom parce que c'est lui qui les a ramenés, donc c'est ses reliques. Oui, c'est quoi, ça demain, oui. Oui, c'est à demain. Donc c'était des armes sarrasines, on ne sait pas leur vrai nom. Mais ça c'est sur les enluminures que lui a fait sur son livre. Ça, cette version est utilisée par les piétons, et cette version par la cavalerie. Et dans l'image de la cavalerie, le cavalier tenait cette arme et il avait réussi à fendre en deux un cavalier en face. La lame s'est arrêtée au niveau du nombril, en passant par l'épaule. J'imagine, oui. Et elle pèse combien l'épée à deux mains là? À la Clément. Alors on n'est pas encore sur une Clément. Ça c'est une épée d'arçon. Voilà. Un peu comme ça doit peser 5 kilos. Ah c'est pas si lourd comme ça finalement. C'est beaucoup moins lourd que l'autre. Le pommeau est bien lourd. Donc l'épée d'arçon c'était fait pour. Bon, c'était accroché à l'arçon du cheval, pour ça que ça a son nom. Donc c'était sur la selle du cheval, c'était pas le cavalier qui la portait. Et c'est une fois que le cheval était à terre, il sortait cette épée du fourreau et il essayait d'écarter un maximum d'ennemis. Généralement quand le cheval est à terre, il est encerclé d'ennemis. C'était histoire de repousser un maximum d'ennemis pour ne pas se faire capturer. Et éviter justement le désarçonneur ou autre. Puis après il attendait que soit de s'extraire, soit d'avoir des renforts pour essayer de s'enfuir. Ça se fait tourner, je me Voilà, c'était uniquement de la taille. C'était pour faire fuir. De toute façon, vous avez vu, quand j'ai sorti, vous avez tous reculé. Ouais. C'était pareil en face. Et la clé mort, la différence de la clé mort, c'est que la clé mort va être tranchante, plus pointue, plus fine. Et sur les 15 premiers centimètres, la lame va être beaucoup plus épaisse pour pouvoir poser la main devant. Ah oui. Parce que la clé mort, c'était vraiment pour du combat et ils essayaient de chercher un défaut d'armure et de taper dedans. D'accord, oui, ça se prenait à la. Voilà, ça se prenait plus comme ça pour guider la lame. Bonjour, vous pourriez nous faire un petit tour de ces armes anciennes? Qu'est-ce que vous voulez savoir? La partie qui est derrière. La partie derrière. Alors, la plupart des armes, ça va être des outils modifiés. C'est pour ça qu'il y a des formes un peu bizarres. éclectiques. Il faut savoir qu'un seigneur partait en guerre qui a pris la conscription, donc tous les autres, il ne leur fournissait aucun matériel. Donc les paysans partaient avec leurs outils. Donc l'outil le plus commun du paysan, c'est le fléau. Ils se sont rendus compte que le paysan savait bien s'en servir. Donc les militaires ont demandé leur version. C'est pour ça qu'on est passé sur des fléaux militaires. Donc c'est les mêmes outils, sauf que là c'est plus pour le grain, c'est vraiment pour la guerre. Après on a d'autres fléaux, d'autres styles. Donc là on est plus sur un fléau judiciaire. C'était pour régler des conflits judiciaires. Donc là on a pareil, toujours en fléau, on est sur les fléaux piétons. Donc, piétons, c'est à différencier les piétons de la cavalerie. Et après on passe sur les fléaux de cavalier. Qui vont être des fléaux mais beaucoup plus courts. Donc, je démontre plus court, sinon pour pouvoir faire une utilisation en cavalerie. Donc on va avoir ces trois là. Donc le premier, le deuxième ici, le troisième. Après les masses peuvent changer, le système d'accroche peut changer. Mais c'est pour à peu près montrer ce qui se faisait. Après, dans la suite, on avait, tiens, on va dans la base. Si vous n'aviez vraiment pas de sous, vous partiez, c'était avec un gourdin. Dans lequel on mettait des clous. Des fois, ils partaient juste avec le gourdin sans clous. Hein. D'accord. Les clous, c'était le supplément si vous avez un peu d'argent pour vous acheter des clous. Si vous n'avez pas de clous, tant pis, vous partez avec un bout de bois. Mais il valait mieux partir avec ça qu'avec rien.
Donc en gourdin, après on a les variantes. Hein. Les variantes pour la garde. Et puis après des variantes un peu plus stylisées, mais là c'était vraiment pour faire de l'effroi. Parce que mentalement en face, quand vous voyez ça, vous étiez un peu plus frileux d'attaquer. Là on va être bon. Là vous étiez là quand j'ai parlé d'Attenfoca, non? Non. Alors ça c'est un désarçonneur. Donc les seuls qui pouvaient être ramponnés, c'était la cavalerie. La cavalerie, on n'avait pas à aller chercher avec ses petits mains, parce que on risquait de ne plus en avoir. Donc ils ont développé ce outil. Et ils venaient, ils visaient le coup, ça rentrait, ils tiraient, ils sortaient plus. Donc ils essayaient de faire tomber le cavalier, ils essayaient de le rançonner derrière. Après là on va rentrer dans les outils. Donc les couteaux de brèche, donc, qui est en fait l'évolution de la faux. Oui, effectivement, ça y ressemble un petit peu. Sauf que là, bon, la faux, il est moins cher en fait en tant que paysan à aller voir un forgeron et lui dire est-ce que tu peux me rajouter par exemple une baïonnette ou est-ce que tu peux me rajouter un crochet. C'était beaucoup moins cher de lui demander ça que de lui demander une vraie arme. Donc toujours pareil, c'était pas leur priorité, donc ils faisaient avec les moyens qu'ils avaient. Donc on va voir les faux, on va voir les vouges, là en troisième. Donc la vouge, faut s'imaginer, hein. Ça va être l'évolution de cette vouge qui est ici. Donc les premières vouges, en fait, c'était faire un charrue qui ont été remis dans l'axe, bord tranchant, et la pointe en estoc, on essayait de planter. On a les vouges, après bon, on a les fourches de guerre. Là c'est juste une fourche où on vient replier des bras. Et après les faux, donc là c'est une faux, faut s'imaginer la faux. Là ça va être la serpe. Ah oui. Bon là c'est une lance après, avec un croc. Là on est pareil sur le couteau, donc c'est le même côté. Après on rentre dans les haches nobles, c'est encore autre chose. Donc la hache noble ça va être l'évolution d'une hache. Une hache on va dire moins noble que ici. Donc ça c'est des haches, c'est les outils. Hein. Les bûcherons ils venaient avec des haches, ça y a beaucoup de haches. Hein. Bon, après ça dépendait des époques. Les versions militaires, mais ils ont fait des haches nobles pour... là c'est plus 14e siècle. Il leur fallait quelque chose pour pouvoir... il leur fallait plus de force, c'est pour ça qu'il y a des marteaux, pour pouvoir déformer les armures. Parce que là on est déjà à l'apparition des armures. Là on va avoir des plombées. Alors, une plombée c'est une masse en plomb. Bon là c'est une version améliorée, toujours pareil, pour perforer l'armure. C'est pour ça qu'il y a des pointes. À l'origine, une plombée, ça va être le marteau qui est ici. Voyez, ah oui, oui, tout à fait. Là, voilà, une belle masse en plomb. Ouais. Donc c'est toujours pareil, c'est au fil des protections, ils se sont adaptés pour essayer de détruire cette protection. C'est pour ça qu'en gros, je vais avoir ces 6 siècles d'évolution d'armes sur le atelier. Donc là, on a encore les serres. Et les barbiches, c'est des haches qui ont été emmanchées plus hautes. Et après, globalement, c'est ce qu'on a. Après, les épées, bien sûr, mais épées réservées exclusivement pour la noblesse. Très bien. Merci beaucoup. De rien. On a plus ça que de demander plein de... Et tu auras avec celle-là, celle-là, elle est trop grande, trop large. Donc il faut ces 3 cm.
Vous êtes dans la fabrication d'une cotte de maille? Oui. Je suis en train de la rallonger. Alors c'est une arbalète, parce qu'on est toujours sur les arbalètes, mais les arbalètes actuelles, par rapport au système de on peut faire dans la corde, Vous avez des explications? Ben oui. Vous me demandez. Donc je vois qu'il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes de maillage. Parce que là on est sur ce qu'on appelait, c'est la maille la plus courante, la maille à bouter, l'anneau est mis bout à bout. Alors que là on a des anneaux, c'est un anneau qui est percé, dans lequel il y a un petit trou, et des anneaux qui sont pleins, emboutis, parce que le principe c'est 5 anneaux. Il faut toujours 5 anneaux, c'est ça. Le principe c'est ça, 5 anneaux. Donc on arrivera toujours, quand on les marie ensemble, on en met 2 en bout des 2 autres, et on passe un anneau au milieu, et on a toujours 5 anneaux. C'est le principe de base. Donc après on a soit ce modèle qui est avec c'est des petits rivets de ce style qui sont posés dans les trous, donc ça solidifie davantage, parce que là quand la dague rentrait dedans, elle ouvrait la maille. Quand on rentre fort, comme l'anneau est abouté, ça ouvre. Alors que là avec les rivets, ça ouvre moins, c'est beaucoup plus solide. Mais par contre, il y a beaucoup plus de travail. Je me doute, oui. Donc c'était beaucoup plus cher. Une cotte de maille terminée, ça pèse combien? 18 kg à peu près en moyenne. Et il faut compter 22 000 anneaux à peu près. Et il faut combien de temps pour arriver à en faire une? Entre 3 et 6 mois. Ça dépend du nombre de personnes qui travaillent dessus. Mais normalement c'est 6 mois. Pour une personne c'est 6 mois. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, parce qu'il y a la fabrication du fer. Donc c'est quand même un travail minutieux. Hein. Ah oui, c'est un travail de patience, surtout. C'est un travail de patience. Alors pourquoi vous faites la fabrication de cottes de maille? Simplement parce que c'était pour pouvoir montrer au public comment on faut fabriquer les cottes de maille à l'époque. C'est la protection qui a le plus perduré dans le temps. 4 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'au milieu 13e, début 14e.
Donc c'était vraiment une grosse entreprise à l'époque, artisanale. Ils fabriquaient des côtes de mailles, il n'y avait que les aubergers, les maîtres forgerons aubergers qui faisaient ça. Et ils étaient très considérés. Donc c'était un travail quand même qui était relativement important dans la structure chevalerie. Voilà. Merci beaucoup pour De ces rien. petites explications. Bonne Vous faites continuation. un Merci. reportage. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc c'est C'est pour l'association? Pour l'association. Oui, Ah, d'accord. C'est Radio Vallée Vézère. Ah, Donc d'accord. en fait, Voilà. on va passer à la radio. Tout à fait. Vous pourrez voir le reportage sur Facebook. D'accord. Bon, ça c'est gentil. Voilà. Merci. Merci. En fait, c'est une simple douille avec une pointe assez droite en fait, tu sais, c'est pas une pointe de flèche en triangle, c'est une pointe droite. Et du coup, j'ai essayé de me faire un petit truc, tu sais, mais pareil, ça tient pas dans mon trou, ça arrête pas de se casser la gueule et je suis là en train de me balader avec le truc, j'ai pas l'outil qu'il faut. Donc prochaine étape, je me fabrique un outil pour faire les douilles. Bon après j'arrive à me démerder hein. Oui, bah, en même temps. Et du coup je me suis fabriqué un petit tranché d'enclume mec. Eh, de la balle. Franchement de la balle. Ça marche super bien. Là du coup bah je m'amuse, hein. J'ai un coup, machin. Je vais me faire un petit coup. Et pareil la poussière que j'ai c'est du 8 mm et bah, les trucs que j'ai c'est du 8 donc, tu vois je suis un peu léger, c'est pour ça que j'ai fait le. Tu sais j'ai fait de côté. Ah bah oui, bah, ça se faisait comme ça aussi. Ouais, ça se faisait comme ça aussi, mais du coup j'ai fait exprès de le plier et machin, parce que sinon je passe au travers, parce que j'ai l'air d'un coup. Oh pardon, ça filmait. Ouais, du coup, ouais, bah tu vois, j'ai réussi à rouler plus ou moins ma douille. C'est en cours, quoi. Je galère un petit peu, du coup, Bah sinon la table là, c'est ça va y aller quand même. Hein. Mais le marteau, une pure beauté. Ah bah Ah, oui, t'as oui. bien travaillé. Ouais, faut pas un gros truc. C'est lui qui l'a fabriqué. C'est vrai qu'il est joli. Ah, il est beau. Et du coup, Colin, je vais peut-être avoir une animation forte de tout ça. Donc, voir ce que ça donne.